professeurs, chers invités, chers étudiants. Aujourd'hui, nous sommes très heureux à la Bibliothèque universitaire Mohamed Sqat de recevoir deux amis qui me sont très très chers. Professeur Bouchaïd Mjdoul de l'Université Ibn Zar de Agadir et professeur Zineb Zine Abidine, professeur à l'ISPITS Casablanca. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'initier une nouvelle série d'événements de la bibliothèque universitaire Mohamed Sqat qui, à l'instar des autres événements déjà initiés, a pour objectif de promouvoir la culture et la connaissance auprès de la communauté scientifique et culturelle de la bibliothèque. Cette nouvelle série d'événements a pour objectif d'aider les chercheurs, les étudiants, à plonger dans le monde, dans l'univers des livres, des ouvrages et des romans. Aujourd'hui, nous allons présenter le livre de Bouchaïd Mjdoul, intitulé « Une sociologie du sida au Maroc ». Et cette rencontre sera modérée par professeur Zineb Zine Abidine. Sans trop tarder, à vous la parole. Merci. Merci beaucoup Khalid. Bienvenue à tous, à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui au sein de cette belle bibliothèque, la bibliothèque universitaire Mohamed Sqat, qui est une bibliothèque très très active. Je peux en témoigner moi-même. Je vois tout le temps les événements qui sont proposés par le directeur, professeur Hiani, dans ce sens pour aider les étudiants dans le cadre de la recherche, de la documentation. Il propose souvent des visites guidées. Il est l'initiateur de plusieurs colloques, des journées d'études, des séminaires. Et nous sommes vraiment. Je suis très honorée d'être là pour présenter le livre de mon cher ami, professeur Bouchaïd Mjdoul. Alors, qui est professeur Bouchaïd Mjdoul? Mis à part le fait d'être un professeur de sociologie et d'anthropologie à l'université d'Eit Melloul à Agadir, il est également professeur à l'ISPITS d'Agadir, il enseigne à la faculté de médecine, toujours à Agadir, et il est membre, si je ne me trompe pas, du laboratoire de recherche des sciences, c'est ça, des sciences humaines. C'est un chercheur, c'est un sociologue, c'est un anthropologue qui s'intéresse surtout aux questions liées à la santé et à certaines maladies comme le sida notamment. Il s'intéresse aussi au handicap. Il a fait plusieurs études dans ce sens. Et ce qui est très spécial dans les travaux de professeur Mjdoul, c'est que, mis à part tout l'apport, on va dire, de connaissances qu'il apporte, il n'omet pas de partager avec nous l'expérience du terrain. Et ça, c'est une chose qui est vraiment atypique, je dirais, et qui est très, très intéressante pour les futurs chercheurs et les doctorants, les doctorantes qui travaillent en sociologie. Pour ne pas trop tarder, alors je vais demander à professeur Bouchaïd d'abord de nous parler un petit peu. Je ne vais pas lui poser la question classique d'où vous est venue l'idée d'écrire ce livre, mais parce que la réponse est dans son livre, pour les personnes qui l'ont déjà lu. Donc je vais lui demander ce qui s'est passé après la participation au 8e plutôt congrès francophone. 5e. Congrès francophone sur la maladie du sida, c'est ça, sur le VIH. Et apparemment, c'est cette participation qui a marqué un tournant dans votre recherche et qui vous a poussé à vous intéresser beaucoup plus à cette thématique. Alors, est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus? Oui. D'abord, merci, c'est Khalid pour l'invitation. Je suis très content, très ravi d'être ici, à cette belle bibliothèque, dont l'écho arrive même, dépasse Agadir. Là. On sait très bien le volume d'activités organisées, les séminaires et tout, c'est très intéressant. Ce qui motive les chercheurs de venir à Mohamed Sqat. Donc, merci ma chère amie, collègue Zineb, pour cette
présentation. Alors, en réponse à votre question, comme déjà Zineb a souligné, je retrace un petit peu les éléments forts dans ce parcours de recherche, à commencer par la participation dans une étude, une enquête, sur la vulnérabilité des ouvrières face au VIH. Cette étude qui était encadrée par M. Jamal Khalil et M. Hassan Rachir, et dont l'objectif de retracer, de mettre en lumière quels sont les déterminants de vulnérabilité des ouvrières face au risque, et en l'occurrence le risque des maladies sexuellement transmissibles. Donc en parallèle à la réalisation de cette étude, c'était l'occasion d'avoir le 5e congrès francophone de lutte contre le sida ici à Casablanca, précisément à la faculté de médecine. Et l'équipe qui chapeaute l'enquête voulait nous faire participer à cet événement, rien que pour se familiariser avec la thématique sida, parce que le sida pour nous était nouveau. Hein. On avait chacun de nous son univers de recherche. Moi, je travaillais beaucoup plus sur le travail. Du moment que je suis, avant d'être un sociologue, j'étais un mineur, donc je travaillais dans les mines, je me suis intéressé aux questions des organisations, des entreprises. Bon. Donc cette occasion m'a permis de découvrir un champ nouveau, celui de la santé. Moi, l'étudiant qui n'a jamais assisté dans son parcours de vie à un cours de sociologie, anthropologie de la santé. Hein. Donc c'est pour la première fois que je vais prendre conscience qu'on peut aborder, faire un exercice socio-anthropologique sur questions qui est liée à la santé et la maladie. Mais si je peux vraiment se focaliser sur le point tournant, comme disait Zineb, c'était à l'écoute des témoignages des gens. C'est pour la première fois que je vais rencontrer une personne séropositive, une femme séropositive. J'ai été aussi victime des représentations véhiculées sur la maladie, parce que je fais partie de la société, donc j'imagine une personne séropositive avec, je ne sais pas, des boutons partout, sans cheveux. Donc l'image qu'on est en train de véhiculer autour de ces personnes, parce que ce sont des personnes invisibles, et du moment où les personnes invisibles, on commence à fantasmer sur des images et tout ça. Et donc c'est la première fois où je vais rencontrer une personne séropositive, je dirais entre guillemets normale, quoi, une femme avec le voile qui est en train de raconter son histoire avec la maladie. Bon, une histoire pleine de moments difficiles, douloureux, de pénibilité, perte de conjoint, par la suite perte des enfants, exclusion du cercle familial, que des moments pénibles. Hein. Donc c'était très touchant l'histoire de cette femme. Et depuis, par engagement, je dirais, par engagement empathique, je me suis dit pourquoi pas ne travailler pas sur ce sujet, le prendre comme un champ de recherche, et je me considère que j'étais très chanceux d'avoir cette opportunité, d'avoir une fenêtre sur un champ, pour moi au moins, pour mon entourage, il est inconnu. Et donc j'ai commencé déjà en master à penser au sujet. Donc vous connaissez très bien qu'est-ce qu'un mémoire pour un master, donc le temps ne suffit pas, donc j'ai fait un petit travail sur la construction journalistique de la maladie sida, que j'ai continué par la suite. D'ailleurs, il est publié ici comme construction. Par la suite, c'est en thèse que je vais vraiment développer un petit peu la problématique, surtout de la question de vivre avec une maladie chronique. Et ce n'est pas n'importe quelle maladie, vous savez, le sida. C'est une maladie stigmatisée, stigmatisante, avec beaucoup de représentations qualifiées de négatives, avec des images sur des personnes séropositives qu'on les qualifie souvent des personnes qui ont des inconduites, des déviants, et ainsi de suite. Vous connaissez tout le vocabulaire qui va avec. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à penser le sujet. D'ailleurs, lorsque je voulais m'inscrire en thèse, je me demandais quels sont les professeurs qui peuvent s'intéresser à ce sujet et vivre avec moi cette aventure. Donc j'ai tombé sur mon encadrant Cédric Ben Saïd,
à Rabat. C'est lui qui a pris l'aventure avec moi. Et ce travail de thèse, c'est grâce à une collaboration entre un encadrant engagé et avec un étudiant avec beaucoup d'ambition et beaucoup de curiosité qui a donné naissance à une thèse. Donc une thèse, déjà, le livre, l'extrait de la thèse est déjà sorti en livre en arabe. Donc, il est ici aussi. Ça, ce livre, c'est le fruit des travaux post-doc. Donc, c'est-à-dire toutes les questions qui restaient à l'époque suspendues, parce que bon, le travail n'a rien de bénéfique s'il te mène vers des nouvelles problématiques, des nouveaux questionnements. C'est un enchaînement. Et je ne peux pas me défaire de mon sujet. Jusqu'à maintenant, toujours des questions nouvelles, des problématiques inédites et ainsi de suite. Il faut juste le temps et l'énergie pour y travailler. Voilà donc un peu le contexte, si vous voulez, de ce choix. Oui. Et par la suite, on peut détailler un peu comment ça se passe, comment ça a passé le terrain et tout ça. Voilà. Bien. Merci Bouchaïd. Alors effectivement, le livre de Bouchaïd, c'est un regroupement de plusieurs textes, de plusieurs articles, de travaux qu'il a fait suite à son travail de thèse et qui portait évidemment sur la thématique du VIH, mais surtout sur le vécu des personnes malades avec ce virus, avec comment ils ont vécu la chose, comment la société leur a fait vivre le fait d'être contaminé par le virus, et un retour sur les actions, sur les réactions que les uns et les autres entreprennent face à la contamination. Donc le livre, le travail, je pense, de thèse était aussi venu d'une analyse de certains articles d'un journal qui s'intitule Etchejdid, qui est un journal en langue arabe et qui, on peut le dire quelque part, a une tendance un peu islamiste. Donc je voulais vous poser la question, pourquoi vous êtes intéressé spécialement à ce journal-là, à l'analyse des articles de ce journal, ceci d'une part, et d'autre part, pourquoi avoir donné autant d'importance aux femmes dans votre ouvrage? Est-ce que c'est dû au fait que vous avez fait des études de genre et que vous vous intéressez aux représentations des hommes et de la femme dans la société, au rôle, aux tâches et au vécu des uns et des autres dans la société marocaine? Je signale que je suis en train de poser des questions à professeur Bouchaïd Mjdoul en attendant que les personnes qui ne connaissent pas le livre se familiarisent un petit peu avec le sujet et puissent interagir avec nous. Donc, si vous avez des remarques, des questions ou des choses à rajouter ou des lectures personnelles de l'ouvrage, si vous l'avez déjà lu, elles seront les bienvenues. N'hésitez pas à me faire signe et je vous céderai volontiers la parole. Voilà. Merci Zineb. Alors, pourquoi choisir un tel journal pour travailler sur la construction sociale de la maladie? Pour deux choses. D'abord, lorsque je voulais travailler sur la construction journalistique de la maladie SIDA, sont très peu de journaux qui s'intéressent à la question. Tout simplement. J'ai trouvé un article à Sabah, un article, je ne sais pas, Matin, Libération, mais vraiment, le journal qui a donné beaucoup d'intérêt à la question, c'est Etchejdid. On peut comprendre pourquoi. Donc, vous savez très bien que parler de maladies sexuellement transmissibles telles que le sida, c'est par extension parler de la sexualité. Parler de la sexualité, c'est évoquer l'autorité et politique et religieuse, parce qu'on vit encore dans une société là où la sexualité est régie encore par le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Etchejdid représente en quelque sorte un discours à la fois idéologique, parce qu'il représente un parti politique, et religieux aussi, parce qu'il prône les valeurs de l'islam et ainsi de suite. Et j'ai trouvé de la matière. Voyez, entre 2002 et 2011, ça fait plus que 120 articles sur le sujet. Donc vous pouvez imaginer l'importance donnée
au sujet. Bien entendu, après filtrage, sélection, le corpus a jdid, oui. Plus que 100 articles sur le sujet depuis 2002 à 2011. 2002 à 2011. 9 ans. J'ai parcouru 9 ans un travail d'archives sur les articles. Bon, je faisais le travail de recherche et à travers les moteurs de recherche, mais aussi un travail de recherche physique sur les publications physiques. Donc après sélection, vraiment, j'ai retenu plus que 72 articles qui vraiment traitent de la question d'une manière directe. Alors l'objectif de ce travail, d'abord tracer une image sur la représentation sociale véhiculée sur la maladie, sur les malades et le vécu du malade. Deuxièmement, découvrir la logique sociale qui sous-tend cet usage politique et religieux de la maladie. Parce que l'objectif d'une idéologie, pas uniquement la maladie, non. Pour eux, la maladie, ce n'est qu'une entrée, ce n'est qu'un prétexte pour parler d'autre chose. Parce que tout l'objectif d'un courant politique, idéologique, c'est sauter sur un sujet pour défendre soit son idéologie, soit son programme électoral, soit ses intérêts. Donc c'est pareil pour le jdid. Donc il n'y a pas mieux que SIDA pour faire de la promotion des valeurs qu'elle défendent. Donc et sur le travail, j'ai commencé à découvrir énormément de choses. C'était intéressant parce que, pas uniquement je me suis retrouvé à faire une représentation sociale de la maladie, pas uniquement de jdid, mais une bonne partie de la société partage les mêmes choses. Même dans ce qu'on peut appeler les libéraux, les progressistes, hein, ils adhèrent pleinement à ce genre de représentation autour de la maladie. Donc ce travail a abouti à dégager une typologie de représentation. La maladie, pour eux, c'est une maladie qui ne vient de l'autre, c'est une maladie qui vient de l'Occident en particulier, mais pas uniquement qui vient de l'Occident, mais qui vient de l'Occident dans le cadre d'une guerre civilisationnelle. Donc ils considèrent que le sida, c'est un moyen utilisé par l'Occident pour affaiblir le monde musulman. Donc vraiment dans cette optique de guerre civilisationnelle. C'est une maladie de l'autre. Donc l'islam ne connaît pas ce genre de maladie parce que nous sommes une société musulmane, conservatrice, protégée par sa religion. Donc le sida ne peut qu'être la maladie de l'autre avec un grand A, c'est-à-dire l'autre. Aussi, il évoque la question la plus importante, c'est le châtiment divin. C'est une représentation lourdement chargée, parce qu'il considère que la maladie, c'est une punition divine, c'est un châtiment divin qui frappe les personnes séropositives parce qu'ils ont dans l'inconduite, ils sont dans la déviance totale. C'est une responsabilité directe de ces personnes. Et une personne séropositive, pour le quotidien, ne peut être que une professionnelle de sexe ou un homosexuel. Hein? Donc, ça n'arrive que à cette population qu'on appelle la population à risque, qui a un mode de vie avec des écarts, si on veut dire ça. Donc voilà un peu ce qui a conduit à ce travail et pourquoi je me suis intéressé à ce journal. Donc il y a une raison très objective, parce que j'aimerais bien faire la comparaison, mais bon, je n'ai pas trouvé. D'accord. Un article Finishan, un article Sabah, je ne sais pas, et de passage, et occasionnellement, c'est-à-dire à chaque fois qu'on arrive à la journée mondiale du sida, bon, on parle. Mais le quotidien a pris la thématique comme vraiment un registre de commerce à travers lequel il défend ses valeurs, défend son projet, son programme, les valeurs qu'il défend. Voilà, si j'ai bien répondu à votre question. J'ai répondu à la première partie, hein. Je passe lâcher pour la deuxième. Oui, voilà. Pourquoi cet intérêt pour les femmes? Les femmes. Oui.
Oui, je ne peux pas nier que mon passage par le Master Genre, ça marque, c'est sûr. Et ça marque dans le sens de, pas uniquement académique, mais dans le sens où ça devient une cause. Parce qu'on est convaincu que la question de la femme, ce n'est pas une question de spéculation intellectuelle, ce n'est pas une question de mode, mais c'est une question qui est au fond même du développement de la société. Mais il faut y croire. Et moi, vraiment, je suis arrivé à cette conviction que la question de la femme, ce n'est pas une question de femme, ce n'est pas une question de féministe, mais c'est une question de société parce que c'est une question qui touche directement le développement de la société sur tous les plans, que ce soit économique, que ce soit culturel, que ce soit autre chose. Donc mon intérêt pour la question de la femme trouve une réponse dans ce bagage, dans cette expérience. Mais s'intéresser aux femmes aussi dans le cadre du travail sur le sida revient en grande partie à ce que représente la maladie pour les femmes aussi. Parce que la maladie chez les femmes, ça n'a rien à voir avec l'expérience chez l'homme. Voilà. La femme, ça est développé dans un autre article sur la sexualité des femmes séropositives. C'est une expérience incomparable à celle des hommes. Parce que incriminer les femmes comme coupables de la propagation, dont la représentation, ce sont d'abord les femmes qui sont responsables, tout en sachant que la maladie a commencé avec un caractère masculin. C'était d'abord le plus grand nombre des affectés au Maroc au départ, ce sont des hommes. Et par la suite, on est basculé vers une féminisation de la maladie. Ça, c'est explicable par d'autres facteurs, mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est que ce changement de caractère masculin-féminin a généré une autre représentation sur les femmes. Donc on se focalise beaucoup plus sur les femmes. D'ailleurs, même les études, les travaux qui ont au départ pris le sujet sida ont intéressé d'abord aux femmes. La preuve, on a travaillé sur la vulnérabilité des ouvrières face au VIH. On a travaillé encore sur la prostitution parce que, en grande partie, pour la représentation générale, la propagation du VIH vient de la prostitution, par la suite de l'homosexualité, et par la suite on a passé aux personnes qui font usage de drogues injectables, et on a passé à d'autres groupes, et on a élargi la palette des groupes qu'on le qualifie dans la littérature sida, les groupes à risque. À commencer par les professionnels de sexe, les homosexuels, les usagers de drogue, les prisonniers, les soldats, les marins, les métiers à caractère de mobilité comme les chauffeurs de camions, les chauffeurs de taxi, et ainsi de suite. Les prisonniers aussi sont pris comme... Voilà, donc il y a des raisons objectives, il y a des raisons qui sont subjectives, en l'occurrence mon passage au genre, parce que tu aimes que je parle de ça, donc voilà. Pour compléter ce que tu viens de dire, il me semble que dans ton livre, c'était très bien expliqué, le fait d'avoir également parlé plus de femmes, c'est parce que c'est à cause de l'importance du corps de la femme dans la société marocaine et de l'image du corps de la femme dans la société marocaine. Et le fait d'être contaminé par le virus du VIH affecte énormément cette image, n'est-ce pas? Oui. Oui. C'est à cause de la vulnérabilité de la femme, la santé de la femme est vulnérable vis-à-vis des maladies sexuellement transmissibles, je pense. Oui, biologiquement, vous l'avez évoqué dans votre livre, le sexe féminin est beaucoup plus facilement contaminable, on va dire. Oui. Ouais, la femme. De l'appareil génital. Exactement, c'est exactement ça. Et est plus affectée aux maladies sexuellement transmissibles. En comparaison. Vous pourriez nous expliquer cela un peu plus? Oui, je ne suis pas biologiste, je reprends ce que disent les spécialistes en biologie et en médecine. Oui, ils disent que les femmes sont plus exposées à la contamination du virus 2-3 fois en comparaison avec l'homme, parce que les femmes ont une surface de muqueuse beaucoup plus importante que l'homme, il y a beaucoup de concentration de virus dans les spermes et les pertes vaginales. Et surtout pour les filles qui manquent de maturité d'appareil génital sont facilement
facilement contaminables. Donc voilà des prédispositions biologiques qui donnent à voir un taux élevé chez la femme en comparaison avec l'homme. Bien entendu, la maladie n'affecte pas uniquement le biologique, il affecte aussi l'image qu'on fait de soi, l'image que la personne séropositive fait de son corps. Et ce n'est pas à démontrer quel est le rapport qu'entretient une personne, et spécialement une femme, avec son corps. C'est un capital pour la femme. Et c'est la raison pour laquelle il prête beaucoup plus attention à cette chose. Donc la classification que vous allez trouver dans l'article des représentations des corps, ça relève des propos des femmes. Parce que surtout les femmes qui ont vécu l'expérience de l'hospitalisation. Donc vous savez les conséquences de stade, là où il y a le stade sida, parce que pour expliquer cette nuance, on peut être séropositif et vivre la vie entre guillemets d'une manière normale sans avoir aucun symptôme asymptomatique. Oui, un porteur, voilà, séropositif, c'est-à-dire il a le virus, mais aucun symptôme, asymptomatique. Mais il y a des personnes qui arrivent au stade sida, c'est-à-dire là où le système immunitaire arrive à un point de faiblesse, au point qu'il y aurait par la suite ce qu'on appelle les maladies opportunistes. C'est-à-dire des maladies qui viennent greffer sur cette faiblesse immunitaire du corps. Donc, soit cancer, soit énormément de maladies, la tuberculose, énormément de... Donc, dans ce stade, la personne doit être hospitalisée. Donc, dans le vécu de cette hospitalisation, et à travers le contact avec le corps médical, donc, ils se construisent parce qu'il y a une déformation du corps. Le corps n'est plus le corps qu'il connaît, la personne, avant la maladie. Donc, il maigrit, il perd les traits féminins de séduction, et ainsi de suite. Donc, parfois, on allait voir un corps qui est toxique, parce qu'il porte un virus. Donc les femmes croient que leur femme devient quelque chose de menaçant pour la société, déjà. Il y a des femmes qui se représentent leur corps comme quelque chose, comme une partie morcelée, divisée, parce qu'à chaque fois, il attend que le virus passe à une partie. Tantôt l'œil, parfois la tête, les seins, et ainsi de suite. Et il voit ce corps, il est en train de se morceler, se diviser. Et à chaque fois, une partie qui va faire l'appel à la maladie. Donc c'est ça que j'ai appelé un corps morcelé, un corps toxique, parce qu'il est menaçant. Donc voilà, qu'il y a des incidences sur la perception du corps, parce que le corps, c'est le support de notre identité aussi. Parce que c'est à travers le corps qu'on se représente. On est nos corps. On n'est pas en dehors de nos corps. Et surtout pour la femme qui sur la base de son corps, construit son identité, parce qu'il est appelé à être marié, par la suite à faire de la reproduction, et ainsi de suite. Donc c'est ça la différence de ce vécu avec la maladie entre les hommes et les femmes. L'homme, ça passe inaperçu. Même la solidarité familiale avec l'homme diffère celle de la femme. L'homme, avec sa maladie, peut vivre encore avec sa famille sans problème, si jamais il divulgue son statut sérologique, contrairement aux femmes qui sont complètement exclues de leur famille, divorcées, exclues de la maison, séparées de ses enfants. Donc il y a énormément de vécus qui sont difficiles. Mais elles vont sûrement être aidées et épaulées par des femmes. Soit la mère, soit la sœur, comme vous le dites dans votre livre. Oui, là, voilà, c'est un autre sujet, parce que vous le savez que lorsqu'on tombe malade, généralement, comme on dit, la santé, c'est une affaire de famille, en premier. Parce qu'on est passé de la famille pathologique, c'est-à-dire l'origine de nos maladies vient de notre famille, à une famille
solidaire, c'est-à-dire c'est la famille qui prend en charge la personne. Bon, vous pouvez aller voir sur les dépenses totales de la santé. Vous savez combien la famille dépense pour la santé. La dépense totale de la santé, la famille prend presque 53%. Donc dans la dépense. Le reste, c'est l'État, les assurances, les bailleurs de fonds. Mais c'est 63%, c'est pas rien. Encore plus si vous avez une personne qui souffre d'une maladie chronique, c'est-à-dire une maladie avec laquelle on va vivre très longtemps. Ce n'est pas une maladie de courte durée, c'est une maladie qui va nous amener pendant toute la vie. Donc il faut quelqu'un qui va prendre en charge cette personne. Hein. Vous pouvez imaginer, non pas seulement les séropositifs, mais imaginez une famille avec un enfant en situation de handicap. Imaginez une famille avec une personne âgée. Qui s'occupe de cette personne-là? Généralement, ce sont les femmes. Donc la féminisation de la maladie a entraîné un autre processus de féminisation des aidants naturels. Donc on les appelle les aidants naturels, c'est-à-dire les aidants qui ne sont pas professionnels, qui ne sont pas rémunérés, mais pourtant ils considèrent beaucoup plus de leur temps, de leur énergie pour prendre soin de la personne. En psychologie, on l'appelle le double du malade, hein, le double du malade. Et vous savez quelles sont les conséquences de cette prise en charge d'un malade. Parce que celui qui va prendre en charge un malade va devenir beaucoup plus malade que le malade. Sur le plan psychique. Et celui-là aurait besoin par la suite d'un aidant naturel et ainsi de suite. Hein. Donc, le constat, c'est qu'il y a une féminisation de ces aidants naturels. Généralement, les parents, les masculins, sont disparus de la circulation. Hein. Le papa n'a rien à foutre avec l'affaire de sa fille qui est malade. Donc c'est la maman qui va prendre en charge sa fille, c'est sa sœur qui va la prendre en charge. Voilà. Ça dépend. Donc, désolé quand même de vous interrompre parce que des fois il y a une certaine division des rôles. Par exemple, on a vécu des situations où on divise les rôles. Par exemple, donc le père, le garçon, de façon générale, c'est lui qui cherche effectivement les moyens pour financer. Et avec une certaine conciliation avec la famille. Donc je parle dans un environnement populaire marocain, donc il y a une certaine... Bon, c'est pourquoi j'aimerais bien dire que c'est un peu relatif. Bon, ça dépend des situations, ça dépend des maladies, ça dépend de beaucoup de choses. Mais ça sera pour moi l'occasion quand même de déborder sur deux questions. Donc la première question, donc, elle est destinée à Zini et à vous. Donc c'est question de l'appropriation de cette thématique de santé, de maladie, puisque Zini travaille quand même dans une institut supérieur qui traite effectivement de ces questions-là. Et Chaïb, donc il a déjà travaillé, il continue de travailler ça. Parce que c'est une thématique, donc si je parle de cas de Maroc, donc c'est une thématique qui est en quelque sorte monopolisée par une certaine scientificité, donc par les médecins, etc., les biologistes. Et cette appropriation des sociologues qui rentrent quand même en force, et j'imagine qu'il en soit quand même leur position, donc leur légitimité d'interprétation. Ce n'est pas simplement une interprétation, donc un sens théorique, mais il a un sens quand même pratique. Donc, par la suite, on a constaté qu'ils sont sollicités par les institutions, soit étatiques ou autres, pour donner leur point de vue, pour les associer dans la décision politique même. Donc c'est la première question. Je pense qu'il est assez clair pour vous. Donc c'est la question de l'appropriation des thématiques liées à la santé en matière de ce sujet. La deuxième question, donc, il est destinée à Chaïb, parce que dans le début de la présentation, vous avez évoqué un terme, à mon avis, qui est clé. Donc, vous connaissez Becker qui a travaillé sur la déviance et tout ça. Donc, je vous pose la question, est-ce que à certains moments, donc, vous avez travaillé ou fait allusion, effectivement, puisque le SIDA, la déviance, le
regarde la société. Donc là, c'est une question à vous. Merci beaucoup. Alors, C'est pour, tout vous. pour la première question, normalement, je ne devrais pas répondre. Non, Je suis là pour vas-y. animer, je suis là pour animer, pour présenter le livre. Mais peut-être qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tout à l'heure. Mais on en parlait juste avant, Bouchaïb et moi, on discutait, et avec Khalid aussi, on discutait de cette importance que les sciences, on va dire les sciences exactes, on aime appeler ça comme ça, les mathématiques, la santé, la médecine, l'importance que ces sciences-là commencent à donner à la sociologie. Avant, un étudiant arrivé en faculté de sciences, en faculté de médecine, en faculté de pharmacie, dans les instituts de la mécanique, de la génie mécanique, etc., se disait, mais pourquoi est-ce qu'on va m'enseigner la sociologie? Dans quel objectif? Il se disait que c'était une matière qui ne pouvait lui servir à rien du tout. Et ce n'est que dernièrement qu'on commence à faire un petit peu le lien entre les sciences sociales et humaines et toutes les autres sciences. Et on comprend qu'on ne peut étudier aucune science sans voir un petit peu l'importance ou bien l'interprétation, les interprétations sociales, les interprétations que la société marocaine a de cette science, les interactions, comment elles se font entre les différentes personnes qui interviennent dans un domaine X ou Y. Je pense que Bouchaïb serait d'accord avec moi dans ce sens, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Tout à fait. En réponse à la première question de Serdouane, ce n'était pas facile par rapport à n'importe quel sujet, pas uniquement la santé. Tu sais que les sciences sociales sont en dernier, en l'occurrence la sociologie et l'anthropologie, même historiquement. Si on retrace l'historique des sciences, on est dernier, au 19e siècle. Donc, et c'est normal que lorsqu'on veut investir un champ, on se retrouve avec une connaissance a priori, des spécialistes a priori. Ça se passe dans toutes les disciplines, ce positionnement par rapport à des objets nouveaux. La santé, il se pose la question, les médecins et les biologistes, qu'est-ce que tu vas nous apporter? Voilà. Là, on galère avec le sida. Toi, anthropologue, sociologue, qu'est-ce que tu vas apporter à ça? Voilà. Bon, par la suite, ils vont prendre conscience qu'on travaille sur l'homme, que ce soit dans la gestion, que ce soit dans la mécanique, que ce soit on travaille sur l'homme. Donc, où sont les sciences qui s'intéressent à l'homme? Parce que l'homme dedans, là, le groupe dedans, la société dedans, la culture elle est dedans, quelle que soit En plus, nous, on ne s'intéresse pas à la santé en tant qu'objet, santé. Nous, sociologues et anthropologues, on s'intéresse à la société. Et on choisit des entrées pour parler de la société. Tu peux parler de la société à travers la brèche, la fenêtre de la santé, à travers l'école, à travers le travail. Parce que tu vas te retrouver vers la fin, tu parles des normes, des valeurs, de l'égalité, des conflits. Donc la santé en tant qu'entité, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai rien à ajouter dans la santé de la maladie. Je ne peux pas apporter des solutions à la maladie. Non, mais je peux accompagner les gens qui travaillent sur la maladie en tant qu'entité biologique parce qu'il y a des dimensions socio-culturelles et à travers laquelle on peut... Bon, je parlais de la maladie chronique. La maladie chronique, ça ne se passe pas dans l'hôpital. J'ai bonnement expliqué qu'on ramène avec nous la maladie à la maison, au travail. Alors, comment on conjugue la vie avec une maladie? D'autant plus qu'on parle, ça dépend des maladies, ça dépend, mais on parle d'une maladie stigmatisée et stigmatisante. Alors, je parle de cancer. Le cancer, tu peux avoir empathie. M'skin j'ai le cancer. Et tu peux avoir l'empathie de tout le monde. Avoir le sida... va voir que tu vas avoir de l'empathie ou pas. C'est une maladie de honte, c'est une maladie de la déviance, c'est une maladie qui n'est pas chopée que par des personnes qui ont des écarts de conduite. Donc, se retrouver dans une famille avec une fille séropositive, dis-moi qui est le père qui va assumer ça, sachant qu'il y a des cas où l'infection vient d'une manière verticale, c'est-à-dire ils ont chopé le virus à travers l'accouchement et l'allaitement, et encore.
Donc, ce n'est pas une maladie, entre guillemets, normale, comme les autres maladies. C'est une maladie qui porte beaucoup plus de connotations, malheureusement des connotations négatives, qui touchent à la honte de la famille, qui touchent à la valeur de la famille, qui touchent à la cohésion de la famille, ainsi de suite. Donc, cette question de solidarité qu'on connaît généralement lorsqu'il s'agit d'une personne qui tombe malade de la famille, avec le sida, il y a une différence. Parce qu'il y a la stigmatisation, il y a la discrimination, il y a le regard des autres, il y a la famille, il y a énormément de choses qui ne laissent pas cette organisation solidaire fonctionne comme d'habitude, comme on le fait généralement avec quelqu'un qui tombe malade d'une manière, une personne âgée, ou un enfant en situation de handicap, ou quelqu'un qui est avec une maladie chronique, quoi. Donc ça diffère, ça a une grande différence. J'ai dit que par rapport à l'homme, ça va, bon, c'est un homme comme les hommes, et on sait très bien ce que font les hommes. Alors pour les femmes, c'est pas admissible, c'est pas... Je pense que je n'ai pas à trop exprimer là-dessus, c'est clair. Un homme, c'est un homme, rajl. العيب الراجل راه معروف زعما c'est pas une femme non, on n'accepte pas ça. Voilà. Mais on commence à gagner du terrain par rapport à ces questions parce qu'il y a une prise de conscience de l'importance des sciences sociales, sciences humaines dans la résolution de certains problèmes. Parce que bon, vivre avec une maladie telle que le sida nécessite des stratégies d'accompagnement, de prise de conscience, l'entourage, comment gérer l'entourage, comment gérer les relations sociales, comment gérer l'image et ainsi de suite. Et ça, c'est un éclairage des sciences sociales, des sciences humaines qui est important pour la réussite du processus thérapeutique. Parce que la réussite du processus thérapeutique ne dépend plus du médecin et du corps. Non, il dépend de l'entourage social. Donc il faut aller vers l'entourage social et le savoir comment il fonctionne, quelles sont les valeurs véhiculées, comment la hiérarchie, comment la solidarité marche. Si on veut réussir un médecin qui ne prend pas en considération toutes ces dimensions, je ne pense pas que... D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle maintenant on commence à former les médecins sur au moins les bases de la communication, de la psychologie, de la sociologie, de l'anthropologie, parce que la maladie et la santé, ce n'est pas un phénomène biologique uniquement, c'est un phénomène total au sens de Marcel Mauss, c'est un fait social total qui interpelle le politique, le religieux, le culturel, le biologique et tout. Donc chacun peut apporter une contribution dans cette problématique qui est globale. Et je pense qu'il y a maintenant la conscience de l'importance de ces attributions pour comprendre un peu ce phénomène qui est complexe. Mais pour nous, je parle des travaux académiques, je ne parle pas des travaux dans le cadre des consultations. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la société. Et la santé et la maladie, ce n'est qu'une porte pour légitimer le regard sur la société. Ce n'est pas la santé et la maladie qui nous intéressent en plus. Voilà. On doit dire que le professeur Mejdoul n'a pas choisi un sujet facile, surtout côté humain. Il en a parlé tout à l'heure, il a partagé avec nous la première expérience qu'il a vécue à travers le témoignage qu'il a reçu de la part d'une femme qui était atteinte de VIH. Et c'était là le début de l'intérêt pour cette question. Dans son livre, vous rapportez que votre sensibilité humaine, je cite, était une arme à double tranchant. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du fait de parler, vous avez dû parler aux personnes de leur douleur, de certains souvenirs qu'ils voulaient vraiment oublier, et ce que les autres voulaient omettre, c'est ce qui faisait tout l'intérêt pour vous, c'est ce que vous recherchiez le plus. Donc, comment est-ce que vous avez vécu ces moments-là, ces moments de partage avec vos collaborateurs? On aimerait bien avoir une idée un petit peu sur cet échange-là et sur ce vécu du terrain. Oui, merci encore une fois pour la question. Bon, pour résumer la réponse à cette question, d'ailleurs je l'ai évoqué avec je dirais, j'espère avec clarté, lorsque je parlais de l'inconfort ethnographique. Donc tout le travail que je effectuais
sur le terrain, c'est un travail qui était dans le cadre de l'inconfort ethnographique. Lorsque je parle de l'inconfort ethnographique, je parle des moments de doute, des moments d'angoisse, des moments de peur aussi, parce qu'à un moment donné, le chercheur peur que son terrain lui échappe aussi. Des moments de peur lorsque j'arrive plus à avoir des réponses des personnes. Je commence à avoir peur de ma posture dans le terrain, comment la gérer. Parfois, je suis pris dans des postures par obligation, qui ne sont pas choisies, et je dois les gérer. Je dois gérer un peu ce qu'a suscité mon objet, parce que mon objet de terrain a suscité à la fois de l'incompréhension, parce que j'ai du mal à expliciter aux gens qu'est-ce que je fais, ma discipline, qu'est-ce que c'est en ethnographie, anthropologie, parce qu'on a du mal à cerner le noyau dur de cette discipline, parce que cette discipline elle est dynamique, tantôt par ses terrains, par ses méthodologies aussi, et par ses objets. Mon objet a suscité aussi de la tension, parce que le terrain m'apporte des moments d'imprévisibilité, de l'incertitude parfois, parce que je tombe dans des situations dont je ne me suis pas préparé à l'avance. Je l'ai dit, explicité l'autre fois, c'est travailler sur le sida, c'est comme si vous marchez dans un champ de mine, tu ne sais pas même pas en quel moment va exploser une bombe. Vraiment, pour résumer un petit peu, c'est de l'inconfort ethnographique, parce qu'il y a des sujets qui peuvent apporter du confort ethnographique pour le chercheur, des sujets qui sont faciles, accessibles. Et n'oubliez pas que j'ai travaillé dans un milieu un peu fermé, opaque. L'hôpital, l'association, je l'ai qualifié d'ailleurs comme des espaces non ethnographiables. J'ai repris le concept de Bourdieu lorsqu'il parle des espaces non photographiables. Alors je l'ai qualifié des espaces non ethnographiables, c'est-à-dire tu peux pas vraiment faire une ethnographie à ton aise, avec un confort. Le fait de noter, de parler aux gens, de découvrir l'espace, parfois tu es dans l'obligation, parfois tu es dans le besoin de photographier, et ça, ce genre de pratiques sont vraiment étranges par rapport à l'espace. Et cette étrangeté aussi, ça a suscité un malaise, un angoisse pour le chercheur. Donc c'est un sujet, il faut être bien armé sur le plan émotionnel, d'abord, sur le plan méthodologique et sur le plan relationnel. Maintenant ça va, je ne sais pas, l'évolution maintenant c'est un peu plus facile, parce que les associations thématiques, non thématiques ont pris l'habitude de recevoir des chercheurs dans le cadre des consultations, avec les facilitations. Même les populations concernées se sont habituées à la présence des chercheurs et des questions des chercheurs, mais auparavant, ce n'était pas facile. Je parlais l'autre fois de cette rencontre qui n'est pas du tout amicale entre le monde de la santé et le monde des sciences sociales et des sciences humaines. C'est à travers un processus lent qu'on commence à accepter les chercheurs en dehors des sciences de la santé pour participer à résoudre des problèmes pour eux qui relèvent exclusivement de la santé. Donc maintenant, on a beaucoup d'évolutions par rapport à ça, et dans les espaces et les professionnels de santé, comme on a dit, voilà, un sociologue à l'ISPITS, un sociologue à la fac de médecine, des médecins qui cherchent même à avoir beaucoup plus de formation sur les sciences sociales, sciences humaines, parce qu'ils sont cadrés dans un paradigme, comme j'ai expliqué, positiviste, qui travaille souvent avec les méthodes quantitatives, et peu ouvert au monde qualitatif, parce qu'ils considèrent que c'est un monde qui ne rapporte rien, c'est pas de la science, et ainsi de suite. Donc
Maintenant, c'est beaucoup plus aisé d'avoir accès. Je ne vais pas tarder à la question d'accès au terrain. C'était très difficile à l'époque. Maintenant, je pense qu'avec l'ouverture et l'importance donnée aux sciences sociales dans le ministère de la Santé, maintenant, les sociologues, les anthropologues ont beaucoup plus de facilité d'accès à ce genre de terrain. Voilà. Il y a des étudiantes qui sont venues spécialement pour que tu partages avec eux cette expérience de méthodologie et d'éthique que tu nous dévoiles vers la fin de ton livre. Donc, cette brèche que tu as trouvée pour passer via l'association, au lieu de passer par le comité pour avoir une autorisation, comme tu en as parlé avant-hier, ces techniques que tu qualifies un peu de ruse pour dévier un petit peu certaines contraintes qu'on peut trouver dans le terrain. Je trouve que cette partie est vraiment très intéressante, la dernière partie du livre, parce qu'il y a très peu de sociologues ou d'anthropologues ou d'ethnographes qui partagent leur expérience de terrain telle que tu l'as fait, tu as expliqué d'où t'est venue l'idée, quelle est la méthodologie que tu as suivie, les concepts que tu as mobilisés. Donc toutes ces choses-là, je trouve que pour les nouveaux chercheurs ou les futurs chercheurs, sont vraiment d'un apport énorme et ça pourrait les aider, cette partie-là surtout pourrait les aider pour entreprendre leurs travaux de recherche, qu'ils soient des personnes qui préparent un master ou des thésards ou des thésâtres, comme on en a aussi aujourd'hui. Donc je pense que tu pourrais nous parler un petit peu brièvement de ce passage ou cette contrainte, ou des contraintes en général que tu as eues lors de ton terrain, et spécifiquement de cette question d'éthique. Oui, avec plaisir. Non, pas du tout. C'est bien de stimuler ce désir d'aller vers le fond pour les autres, pour aller lire le livre. Un livre, c'est un livre, c'est un travail, il doit être lu et relu et critiquer, pourquoi pas, apporter des ajouts, souligner des lacunes, pourquoi pas, parce que c'est un travail conditionné par un contexte déterminé. Donc dans le temps, il y avait ce problème d'entrer dans ce monde opaque qui est l'hôpital. Alors, on doit faire l'étude. Voilà, ça, c'est l'objectif. Faire l'étude, c'est aller vers les gens, où se trouvent ces gens, se trouvent soit à l'hôpital, soit à l'association. Tu ne peux pas les trouver nulle part parce qu'ils sont invisibles. Voilà. Donc, vous n'avez pas le choix, soit à l'hôpital, soit à l'association. Donc, avec un peu d'informations auprès de mes amis, quelques médecins, ils m'ont conseillé d'aller entrer par l'association. L'association, c'est un grand facilitateur pour travailler dans les espaces de l'association, mais aussi tout faire filtrer dans l'hôpital parce que, vous connaissez la SCS, c'est elle qui gère l'hôpital du jour. Donc, voilà. Mais ils m'ont demandé de déposer mon projet, vous le savez, pour voir un peu quels sont les aboutissements de ce projet, qu'est-ce que tu vas demander aux gens, et ainsi de suite. À la va-vite, j'ai déposé un pseudo-projet. J'ai déjà expliqué ça, je l'explique pour détourner un petit peu les exigences de ce comité éthique. Parce que, tout simplement, tout le protocole éthique ne correspond pas aux exigences de la recherche en sciences sociales et sciences humaines, en l'occurrence le travail ethnographique. Donc, tu ne peux pas faire un tel travail tout en respectant le protocole d'éthique. Sauf que j'ai pris la responsabilité de donner un contenu précis à quoi renvoie l'éthique. Pour moi, l'éthique, je l'ai résumé, il ne faut pas nuire aux autres. Alors, dans les limites des possibles. Parce que parfois, tu es dans l'obligation de parcourir un chemin. Par la suite, tu vas offusquer les gens. Zineb l'a dit tout à l'heure, parfois, je pose des questions sur des souvenirs, sur des événements qui sont passés dans le parcours historique de la personne. Lui, il cherche à l'oublier et c'est important pour moi. Alors, comment faire ? Cette information est importante pour les chercheurs et elle est douloureuse pour le collaborateur qui s'en fait.
Est-ce qu'on la priorité pour le collaborateur, la priorité pour l'information. Donc, si on prend pour protéger beaucoup plus le collaborateur, on n'aura pas l'information. Et on ne fait pas de la recherche. Donc, toujours, il y a des limites. Il y a des limites des dégâts, surtout les dégâts, je parlais des dégâts psychologiques, ce n'est pas des dégâts matériels. Chaque terrain a ses dégâts. Il n'y a pas de terrain sans dégâts. Tu peux faire mal aux gens sans même avoir l'intention de le faire. Un mot, tu peux blesser une personne sans avoir conscience. Bon, un geste, un regard, je ne sais pas. Mais bon, c'est une équation un peu compliquée à résoudre lorsqu'on travaille sur des sujets sensibles. Et respecter à la lettre le protocole éthique, il me semble que d'ailleurs c'est un débat qui est toujours en vogue dans les sciences sociales et sciences humaines, la question de l'éthique. Ça pose problème pour les chercheurs, surtout en anthropologie ou ethnologie, ça pose vraiment un problème lorsqu'on veut travailler sur des questions de la santé et de la maladie. Bon, cette entrée à travers l'association, c'est vrai, c'était très bénéfique parce que l'association m'a permis l'entrée vers l'hôpital, mais aussi l'association. Mais il faut être conscient qu'il y a toujours des billets. L'entrée par l'association, bon, il y a des sacrés billets là-dessus. Bon, l'étiquetage du chercheur, hein, la posture qui est collée sur le dos du chercheur, qui doit l'assumer, et qui n'a pas cette possibilité de renoncer à cette posture collée sur son dos. Celle de psychologue ou de psychologue, d'un militant associatif, un professionnel de santé. Ce sont des postures imposées sur toi, et tu dois conjuguer. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on doit penser à cette question de réflexivité lorsqu'on est en train de faire de la recherche qualitative. Comme j'ai dit, je le répète, cette connaissance, on le construit avec les autres et on le construit d'une manière subjective, avec beaucoup de subjectivité. Ce qui fait appel à la réflexivité pour montrer aux gens d'où tu parles. Qu'est-ce qui fait que cette connaissance prend cette forme et quelle est la place de votre subjectivité dans la construction de cette connaissance. Il faut expliquer aux gens, ce n'est pas un luxe, le travail réflexif dans le travail qualitatif, c'est une obligation pour les chercheurs. C'est une obligation. Donc, j'ai essayé d'expliquer. Ce n'est pas comment j'ai pu détourner tout ça, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment expliquer aux gens là où j'ai fait des glissements et qui ont impacté positivement ou négativement la quantité et la qualité des informations. J'explique aux gens comment j'ai pu conjuguer ma propre représentation, mes propres valeurs sur le terrain. Qu'est-ce qui a mené parfois à avoir une information et ne pas avoir une autre à travers ma posture. C'est ça que j'essaie d'expliciter aux gens pour savoir l'origine d'abord de cette connaissance, comment elle est construite et savoir où sont les points de glissement. C'est ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas raconter une cuisine interne ou montrer les exploits du chercheur. Non. L'objectif, il est simple. C'est-à-dire amener les gens à penser avec toi comment tu as construit une connaissance, sachant que vous avez une part de subjectivité dans tout ça. Comment tu as géré cette subjectivité? Lorsque j'ai dit subjectivité, c'est-à-dire votre manière de penser, votre manière de sentir, vos valeurs, vos représentations, ton idéologie aussi qui glisse parfois dans votre langage, parce que notre langage, il est idéologisé quelque part. Donc il faut expliquer aux gens pour qu'ils prennent conscience de ta subjectivité dans la connaissance que tu as produite. C'est ça l'objectif. Bon, l'entretien, comment il est, le changement méthodologique, comment il est, ça, ce sont des obligations de terrain, parce que chaque terrain a ses spécificités qui poussent le chercheur parfois à adopter une posture, laisser tomber une autre, choisir un outil de collecte, de construction, plutôt un autre, et ainsi de suite. Le chercheur doit être à l'écoute de son terrain, parce que c'est son terrain parfois qui lui dicte comment il se comporte, comment il adopte une posture, comment il abandonne une autre, comment il développe ses outils de travail, ainsi de suite. Le travail, il est le grand monsieur
du travail qualitatif, de la recherche qualitative, ethnologique, anthropologique. Voilà. Merci, professeur Mejdoul. Alors, je vous rappelle tout le temps qu'il y a, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Est-ce que vous avez des questions pour professeur Mejdoul? Oui. Allez-y. Ce n'est pas une question, mais je veux juste rebondir sur la question de l'accessibilité du terrain. Et je veux juste partager avec vous, professeur, que le terrain, il est difficile à accéder, même si tu es sur le terrain ou bien dedans le terrain. Je parle de ma propre expérience parce que quand je vous entends, je fais une transposition automatique sur mon terrain, sur ma recherche. Alors je partage avec vous que je suis dedans dans mon terrain. Je suis un cadre de soutien psychosocial scolaire. Je travaille sur les implications de la note sur les expériences scolaires intra- et extrascolaires des élèves. Là, je suis devant les enquêtés. Je côtoie toujours la population cible, mais il est difficile de les accéder en tant que chercheur. Parce que j'ai déjà une posture un cadre de soutien psychosocial scolaire, alors il est difficile de retenir de chez eux des informations qui sont loin de cette subjectivité. Ils essaient toujours de se culpabiliser, de se décharger de cette responsabilité, et surtout dans leur parcours scolaire, parce que je partage avec vous énormément de concepts, même si le contexte de nos recherches sont différents. La question de stigmatisation, comme la maladie comme étant stigmatisante et stigmatisée. J'ai aussi les notes scolaires et les orientations comme stigmatisantes et stigmatisées. Alors je rencontre toujours cette difficulté de qu'est-ce que je vais retenir de ces dires de ces élèves alors qu'ils sont dans une situation qu'ils essaient toujours de me vendre une facette de je suis le victime, mon professeur Haqdalia et tout ça. Alors, même si on est dedans dans un terrain, il est toujours inaccessible. Merci. Ça, c'est toujours... cette position, elle est à la fois bénéfique et à la fois pose beaucoup plus de contraintes. Bénéfique parce que ça te donne, comme disait Strauss, la possibilité d'avoir une sensibilité théorique. C'est-à-dire, vous connaissez déjà le terrain, vous l'investissez pleinement et vous arrivez à un point où vous pouvez détecter un petit peu facilement l'autre facette, c'est que vous êtes dedans, vous êtes impliqué. Et tout le travail des ethnologues et des anthropologues, c'est comment gérer cette implication, comment gérer cet engagement. Les anthropologues ont bonnement parlé de ça dans des écrits lorsqu'on fait de l'anthropologie chez soi. Comment peut-on gérer cet engagement? Comment gérer l'implication dans le terrain lorsqu'on est dedans, on fait partie de la communauté sur laquelle on travaille. Donc il y a énormément des écrits là-dessus que vous pouvez voir et s'en inspirer si vous voulez. Je peux vous donner quelques titres si vous voulez. Allez-y, oui, on vous écoute. Bonjour, cher professeur, merci beaucoup pour cette belle rencontre. J'ai assisté à l'ancienne rencontre. Vraiment, c'était un très grand plaisir et je suis là pour continuer ce plaisir. Malheureusement, je n'ai pas encore lu le livre, je vais le prendre tout à l'heure. Je veux juste savoir, est-ce que votre travail a pu aboutir aux recommandations pour corriger les perceptions autour du village dans le contexte marocain, via votre travail bien sûr. Parce qu'il y a une interaction entre votre travail en tant que sociologue, anthropologue et le travail des professionnels de la santé. Est-ce que le travail pourrait servir le corps professionnel de la santé pour participer, contribuer à
à corriger les perceptions autour de ce problème de santé. Je vous laisse répondre à la question. Et, Même si c'est évoqué dans son livre aussi, il Oui, parle oui, je fais un de éclairage neutralisation personnel. du stigmate. Oui. Il va nous en dire un peu plus là tout de suite, si vous le permettez. Donc oui ou non, ça, je vais répondre par une réponse un peu globale sur la production scientifique d'une manière générale. Il y a trois versions pour voir un peu l'apport de la connaissance. Donc on se pose la question, à quoi sert la science d'une manière générale? Et cette question s'est posée aussi sur la sociologie, sur l'anthropologie. Et on peut dire qu'il y a 3 niveaux dans tout ça. Il y a une science qui va permettre de corriger les maux de la société. Donc on produit de la connaissance dans un sens pragmatique. C'est-à-dire la science n'a pas de place s'il ne vient pas aider l'humanité à sortir de ses problèmes. Ça, il y a un grand courant, même chez nous, il y a des sociologues qui sont réformateurs, comme Auguste Comte, comme Émile Durkheim. Auguste Comte disait que la sociologie ne vaut 1 heure de peine s'il n'a pas un intérêt spéculatif. Donc il voit dans la sociologie une discipline qui doit apporter des réponses à des maux de la société, qui doit apporter des corrections. La raison pour laquelle il s'intéressait au problème. Le suicide, c'est un problème qui interpellait à l'époque. Donc il voulait apporter des solutions. Et pour eux, c'est ça l'objectif de la science. Bon, si on bascule vers Max Weber, je fais de la science pour la science. Comme si je fais de l'art pour l'art. On se pose la question, à quoi sert l'art? Donc il y a des gens qui disent, je fais de l'art pour l'art. Donc on s'en fout. Moi, je produis de la connaissance. Si vous voyez dans cette connaissance quelque chose qui peut aider, vas-y. Bon. Mais moi, l'objectif, c'est produire une connaissance scientifique, mis à part ce qu'on va faire avec. Alors on est loin un peu de la philosophie pragmatique. La philosophie pragmatique prend l'hypothèse qu'une idée n'a pas de valeur qu'à travers les conséquences pratiques. Tu me dis, je suis incroyant. Bon, je suis incroyant, c'est une idée. Pour moi, ça ne veut rien dire. Mais lorsque tu me dis, je suis incroyant, je suis un musulman, et je suis dans l'obligation de te remettre dans le droit chemin, maintenant l'idée prend une conséquence pratique. Ça prend de l'intérêt. Mais une idée comme ça va. Donc il y a un courant qui dit qu'on fait de la science, pour développer la science et la connaissance. On s'en fout de ce qu'on va faire avec cette connaissance. Il y a une autre position beaucoup plus critique, que la science doit servir à éveiller les consciences des gens, à éclairer les zones ombres des inégalités, des discriminations, des stigmatisations, au moins éveiller les consciences des gens sur ça. Parce que bon, les inégalités de genre, s'il n'y a pas des travaux sur ça, est-ce qu'on croyait que c'est comme ça, que c'est normal? La femme dans la maison, papa, c'est normal. Mais c'est grâce au développement de la connaissance qu'on a commencé à voir autrement ces inégalités qu'on considérait qu'elles sont normales, naturelles même. Alors, on passe à côté des inégalités qu'on croit que c'est normal, qui ne nous interpellent pas, qui passent invisibles. Donc la connaissance peut servir à éveiller les consciences des gens sur des questions, et c'est dans ce sens, oui, on peut, à travers les travaux qu'on fait, au moins éveiller. Moi, je suis le premier bénéficiaire. Si je peux parler de ma propre expérience, moi, je partageais les mêmes représentations des gens. J'avais une identité spirituelle, je dirais virtuelle, sur ces gens, parce que je les vois pas dans l'espace. Alors, au fil du travail avec ces gens, je commence à effacer cette identité virtuelle et construire une identité réelle. Ça, c'est le processus, Howard Baker l'appelle la neutralisation du stigmate. Comment on neutralise ces stigmates? C'est-à-dire, soit on se rapproche de ces gens stigmatisés pour s'arrêter vraiment sur leur identité réelle, soit les personnes prennent l'initiative et aller vers la société pour
pour montrer leur vraie identité. Ce que font les gens à travers Internet maintenant. Oui, exactement, je vous pose cette question parce que moi-même je travaille sur le vécu des couples infertiles dans le contexte marocain et je veux bien m'inspirer de votre... C'est Goffman, c'est pas Raoul, c'est Goffman. La neutralisation du stigma. Voilà, c'est pour cela que je vous ai posé la question, parce que je travaille aussi sur le vécu et le parcours des personnes stériles ou infertiles au Maroc, ayant recours à la procréation médicalement assistée. Et je veux bien m'inspirer de votre travail pour analyser justement les représentations autour de la stérilité, de l'infertilité au Maroc. Est-ce que, à travers mon travail, je peux changer ces représentations ou pas? Voilà. Parce qu'il y a des couples infertiles qui vont, des participants qui vont demander, voilà, on souffre de la représentation de notre société, à quoi bon votre travail changera peut-être ces représentations. C'est pour cela que je vous ai Oui, je comprends. proposé cette question. Oui, on peut avoir cette optique dans notre travail, c'est-à-dire participer en partie à dynamiser un petit peu les stéréotypes, les clichés, oui. Mais il ne faut pas trop espérer, hein, parce que ça relève de plusieurs paramètres, hein. Surtout lorsqu'on a une représentation sociale ancrée dans les croyances. Où le noyau dur de la représentation, il est profondément dans les croyances. Ça, le changement sera toujours difficile. Toujours. Donc il faut aller creuser ce noyau dur à travers les croyances. Et c'est ça le travail très, 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 très compliqué. Aller toucher les croyances des gens. Pour aller changer leur représentation, il faut aller discuter avec eux leurs propres croyances et convictions même. Et c'est ça la difficulté, hein. On peut changer parce que la représentation sociale a cet aspect dynamique, c'est vrai, mais parfois elle a ce noyau dur qui ne change pas ou change doucement, lentement. Tu peux imaginer nos représentations lorsqu'on est enfant et comment il devient lorsqu'on est adulte, avec des années et des années, on change. Il y a aussi l'expérience qui participe en partie à nous faire changer nos représentations, nos regards sur le monde. Il y a les expériences des proches, un vécu, le cancer. On entend parler du cancer. On est empathique envers les personnes. On ressent vraiment l'expérience du cancer lorsqu'on vit avec quelqu'un, une personne cancéreuse, lorsqu'on est atteint du cancer. Donc l'expérience vécue, réelle, qui peuvent changer un peu les représentations des gens. Mais bon, on doit rester optimiste, on fait ce qu'on peut, mais il ne faut pas avoir trop garder les pieds sur terre, parce que c'est pas votre responsabilité d'ailleurs. Mais votre travail, croyez-moi, va participer en partie à faire bouger un petit peu les choses, surtout dans la communauté scientifique, parce que malheureusement, même dans la communauté scientifique, on souffre encore de survivance des anciennes représentations, hein. Alors, même avec les médecins censés être les garants de ces personnes, c'est eux les premiers qui les stigmatisent. Oui, j'ai vécu un événement, je me rappelle lors de la naissance, l'accouchement du premier bébé, je pense. Séronégatif. Séronégatif. L'infirmière n'a pas pu prendre le bébé, la maman. Voilà, il a eu des angoisses. Oui. De peur d'être contaminé, voilà, je d'être pense. contaminé du virus. Voilà. L'affaire du double gant, parce que c'est très connu ce sida, le double gant. Les professionnels de la santé ont peur de la maladie, du virus et d'être en contact avec les malades. Oui. Professeur Mejdoul, vous venez de nous parler d'Internet. J'aimerais bien moi-même savoir comment est-ce que vous avez fait votre analyse de ces échanges qu'il y avait entre vos collaborateurs sur les séronettes, si c'est possible. Oui. Bon, c'est un travail, il n'y a pas de contact direct avec les séropositifs. Moi, j'allais travailler sur
sur comment cette catégorie, on sait très bien l'expansion maintenant qu'on connaît l'usage d'Internet, et je me suis posé la question, certainement cette population va faire un usage spécifique d'Internet. On parle d'une population spécifique, va forcément correspondre à un usage spécifique, et c'est le cas. Donc comment les personnes séropositives font usage, se représentent déjà Internet, et comment ils en font usage. Donc j'avais pas vraiment des contacts de face à face. Non, j'ai travaillé sur ce qui est posté sur Internet. J'ai travaillé sur les séronets, c'est-à-dire les sites dédiés aux personnes séropositives. Qu'est-ce qu'ils partagent? Ils parlent de quoi? Comment ils font ce réseau? Comment ils se regroupent? Et ainsi de suite. C'est ça l'objectif. Comment ils font usage d'Internet? C'est ça la question. Alors, je n'ai pas de compte des entretiens directs avec les gens. Non, je travaillais sur la matière qui poste sur Internet. Bon, la première des choses, c'est que Internet, pour eux, d'ailleurs, ça revient le titre, Internet, c'est une force d'un lien faible. Donc pour eux, Internet, c'est une source de force parce que pour eux, à travers Internet, ils peuvent avoir des informations fiables parce que Internet devient une source de confiance en comparaison avec le médecin. Bon, le médecin, maintenant, là, c'est plus le médecin du Chaladi. Un patient tombe malade, il fait des recherches d'abord sur Internet avant d'aller sur le médecin. Et il commence à discuter avec le médecin sur les oui et les non de la maladie. Oui. Maintenant, on est dans une autre configuration. Surtout pour les jeunes qui ont accès à Internet. C'est-à-dire ils ont de langue, ils ont un PC, ils ont accès à Internet. Mais je tiens à préciser, et vous le dites dans votre livre, que cette consultation au préalable d'Internet peut avoir deux résultats. Soit réconforter la personne, ou alors créer plus d'angoisse. Et c'est ce qui nous arrive tous d'ailleurs, quand on a des symptômes et qu'on va chercher d'abord sur Internet, soit on est réconforté, soit au contraire, on angoisse beaucoup plus. Oui. Donc, d'abord, c'est une source fiable d'information, parce qu'ils considèrent que l'information véhiculée à l'extérieur sont beaucoup plus fiables qu'ici. Ils considèrent souvent que les médecins leur cachent quelque chose sur l'avancée des médicaments, et ainsi de suite. Ça d'une part. D'autre part, ils ont pu former ce que j'ai appelé dans le travail, parce que c'est appelé avant moi, les communautés de pratique. Communauté de pratique, ça veut dire une communauté qui ont un souci commun, un objet commun, des problèmes communs, et commence à échanger sur ce problème. C'est-à-dire proposer des solutions, répondre aux questions. Encore plus, c'est un espace qui peut aboutir à former des entretiens, des relations, aller jusqu'à le mariage. Il y a des personnes qui se sont mariées, une communauté, vraiment, une communauté, là où le malade expert joue un rôle très important dans cette communauté. Parce qu'il y a souvent, il y a un malade expert qui est là et qui répond aux questions des gens, qui raconte son expérience avec la maladie, qui est là, qui réconforte les gens, qui leur apporte de l'aide, qui l'accompagne, et ainsi de suite. Donc, cet espace a donné émergence à ce malade expert aussi. Donc, c'est dans ce sens que j'ai pris le concept de Marc Granovetter, la force d'un lien faible. C'est vraiment l'Internet pour eux. C'est vrai, il peut paraître un lien faible, mais d'une grande importance, du moment que les liens forts, souvent les liens de la famille, les liens des proches, sont souvent en dysfonctionnement à cause de la maladie, surtout pour certaines filles. Donc la maladie aussi impacte négativement ce lien fort. Le lien fort pour Granovetter, c'est un lien qui se mesure en termes de durée et de fréquence, c'est-à-dire la condensation. Un lien fort, c'est un lien qui dure dans le temps et
plein de fréquences, c'est-à-dire condenser des rapports. Un lien faible, c'est un lien plus ou moins dans le temps, il est tend vers zéro, et peu de fréquentation. Bon, j'ai Khalid, mon ami. Khalid va me faire connaître Redouane. Tu te fais un réseau. Voilà. Donc Redouane, ça devient un lien faible. C'est un lien faible, mais il peut être de grande importance pour moi. Et d'ailleurs, l'étude de Granovetter a été faite sur les réseaux sociaux et les cadres moyens aux États-Unis, et il a trouvé que plus de 80% des cadres moyens trouvent du travail à travers les liens faibles. Bon, avec un lien fort, tu sais très bien quelles sont ses limites. Ce qu'il peut faire pour toi, ce qu'il ne fait pas pour toi. Mais quelqu'un d'inconnu, tu ne sais pas. Tu peux t'aventurer à demander quelque chose et parfois ça marche. Ton père, là, tu sais très bien son réseau, son capital. Donc, tu sais très bien ce que tu peux demander et ce que tu ne peux pas demander. Un lien faible, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut m'apporter. Bon, je piffe, je lui demande. Peut-être que ça va marcher. Et ça a marché avec les liens faibles, surtout les liens sur Internet. Donc, c'est dans ce sens que je faisais usage de ce concept qui m'est très, 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 très utile pour expliciter un peu cette réalité empirique. Voilà. D'autres questions? D'autres questions? Allez-y. C'est pas encore une question. Vas-y. Juste que je veux encore rebondir sur la question de la maladie comme une pièce jointe. J'ai énormément apprécié la notion et je le retrouve. Je trouve dans mon terrain que les notes aussi et l'orientation font des pièces jointes pour les élèves. Et je vais aussi utiliser la notion de bifurcation. C'est pas à moi, ça. Je sais que c'est ça. Parce que les notes scolaires de première année bac et deuxième année bac aussi peuvent être des bifurcations dans le parcours de vie des élèves. Et je vais utiliser aussi le parcours de vie parce que les notes ont des implications et sur l'expérience scolaire et sur l'expérience sociale et professionnelle. Oui. Là, on voit que la sociologie peut être transposée dans différents domaines, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé ou autre, et qu'on peut utiliser, il me semble, les mêmes concepts et les mêmes paradigmes aussi pour étudier différents terrains. Oui. Alors, ce sera ma dernière question. D'accord. Comme ça, je te libère et on donne l'occasion aux personnes qui veulent se faire signer ton ouvrage et se faire dédier ton ouvrage. On aime bien ça au Maroc, se faire dédier l'ouvrage de la part de l'auteur. Donc je leur donnerai tout à l'heure l'occasion de pouvoir le faire. Alors ma dernière question, c'est que vous dites que lorsque vous avez commencé votre terrain, vous avez commencé à penser à la manière avec laquelle, je cite, avec laquelle je pourrais apporter de l'aide, du soutien à ces personnes. Donc, il me semble qu'au départ, vous vouliez aider les personnes qui étaient atteintes de VIH. Entre le début de la recherche et aujourd'hui, est-ce que vous êtes le même? Et est-ce que vous avez toujours cet objectif? Qu'est-ce qui a changé en vous? Et voilà, est-ce que vous pourriez partager avec l'audience comment votre travail de recherche en sociologie a évolué? Est-ce que vous êtes un petit peu détaché de ce côté subjectif qui tend à vouloir donner, faire du changement dans la société? Parce que normalement, la plupart des sociologues s'accordent sur le fait de dire que la sociologie n'a pas pour objectif de proposer des solutions, mais elle ne doit que, on va dire, analyser, décrire une certaine réalité sociale plutôt que proposer des solutions à des problèmes ou à des phénomènes ou à des fléaux sociaux. Voilà. Donc je dis, comme j'ai expliqué au départ, que c'est la motivation première, initiale, c'était avec beaucoup d'empathie parce que ce témoignage de cette femme m'a beaucoup touché, premièrement. Et je suis convaincu que la connaissance peut quelque part aider.
aider les gens à surmonter leurs problèmes, rien que éveiller sa conscience sur une question pour lui occultée, ça peut aider énormément. Je pense que ma sensibilité humaine n'a pas trop changé. Hein. Donc, je suis entré au terrain avec beaucoup plus d'implication, d'engagement. Au cours de mon travail, j'ai essayé de gérer cette implication, cet engagement, mais toujours l'engagement, il est là. La preuve que je suis toujours sur mon terrain, je travaille encore sur la question, soit dans le cadre de mes recherches personnelles, soit dans le cadre des consultations avec le ministère de la Santé, en ICIDA. Je suis toujours engagé, mais de point de vue connaissance académique, oui, pour aider. Parfois, on doit proposer des solutions, des recommandations lorsqu'on est dans la consultation, c'est-à-dire lorsqu'on est et faire appel à notre petite expertise pour apporter des solutions, faire des recommandations. Dans ce sens, on essaie de produire une connaissance orientée beaucoup plus vers la pratique. Ce n'est pas une connaissance dans l'absolu, mais une connaissance vers la pratique, qui peuvent apporter des solutions pratiques. Et c'est ça le rôle de la consultation. Il y a un problème, Pour comprendre ce problème, il faut appel à quelqu'un de spécialistes, sauf que nous, on ne travaille pas uniquement sur des problèmes, on doit avoir cette capacité d'aller vers une problématique sociologique, et par la suite, on revient sur le problème. Donc, le va du problème aux problématiques pour, encore une fois, revenir vers la problématique, parce que les gens attendent des recommandations qui seront pratiques, qui peuvent être mises en œuvre, pas dans l'abstrait, pas dans la théorie. Oui, je suis toujours engagé et je pense toujours à apporter de l'aide à ce genre de personnes, que ce soit dans le cadre des consultations, que ce soit dans mes travaux de recherche personnelle. Donc, voilà, c'est une sensibilité humaine que je ne peux pas changer. Hein. Je ne sais pas d'où il vient, mais bon. Oui, je ne me prétends pas être un... Oui, mais c'est comme ça. Vous le qualifiez comme vous voulez. Je suis avec une sensibilité humaine. Engagé ou pas engagé, il faut trancher. Bourdieu, c'est quelqu'un qui est engagé. Non, je me prétends pas être dit je suis engagé. Là, où il est engagé sur le plan... Parce que même, donc, vous avez parlé de la constellation idéologique. Sincèrement, je ne sais pas de quoi vous parlez exactement. Est-ce qu'il s'agit, donc, parce que quand vous parlez par exemple de Marx, donc, c'est quelqu'un qui a construit une idéologie, mais quand même c'est un éminent scientifique en matière sociale et économique, c'est un éminent scientifique. Bourdieu, par exemple, c'est quelqu'un qui est engagé, mais il défend quand même certaines idéologies de la gauche, etc. Donc là, on peut se refaire à Gramsci. Donc, tout le débat sur la question de l'intellectuel organique. Est-ce que l'intellectuel doit organiquement répondre aux soucis de la société, ou est-ce qu'il doit être toujours en distanciation? Même si on évoque Boudon, en quelque sorte, dans le débat sur l'enseignement, donc, vous vous rappelez les héritiers, la réponse. Donc c'est un débat entre Bourdieu et Boudon, c'est le système d'enseignement, c'est la position, etc. Donc c'est un débat politique. Même Boudon, qui prétend d'être très distancié, quelqu'un qui est assez... Non, j'arrive pas à me positionner par rapport à cette classification. Honnêtement, j'ai rien à perdre pour vous dire je suis engagé, désengagé. Non, mais je n'arrive pas à prendre place. Est-ce que je suis vraiment engagé? Je ne sais pas. Hein? Non, c'est pas obligé de le dire. C'est-à-dire, je ne cache pas. Moi, je ne peux pas me positionner par rapport à cette classification, à cette typologie. Est-ce que je suis un intellectuel organique? Est-ce que je suis un intellectuel traditionnel? Est-ce que j'ajoute même un... Hein? Et bon, par exemple, Rahma Bourqiya parle de l'intellectuel citoyen. Ni engagé, ni traditionnel. Mais Citoyen. Voilà. Donc, bon, si je dis ça d'une manière très honnête. Je trouve des difficultés à me positionner par rapport à cette classification. Est-ce que je suis engagé? Moi,
Oui, bon, ça c'est une autre chose. Est-ce que on est obligé de choisir une position et y rester toute ma vie? Je dis par exemple, ma posture a beaucoup évolué dans le terrain. J'ai été engagé émotionnellement, par la suite engagé intellectuellement. Et comment rester engagé, impliqué parce que là, lorsqu'on fait une thèse, on travaille une thèse nous travaille aussi. Oui, bien sûr, la thèse nous travaille. Ma perception de ce monde a changé. Ce degré d'implication et d'engagement a changé. Bon, là, c'est 4 ans. 4 ans sur la thèse, mais sur la thématique, c'est beaucoup plus. La construction idéologique, parce que je fais la liaison entre représentation et idéologie. Parce que toute représentation, elle est sous l'abri d'une grande idéologie. Sauf que la représentation, elle est sur un objet, alors l'idéologie sur la globalité. Et dans ce sens, la maladie a objet d'une représentation qui s'inscrive dans une idéologie, une grande idéologie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une thèse très très ancienne. Donc, voilà. C'est la raison pour laquelle vous allez trouver construction idéologique. Donc il y a une construction idéologique de la maladie à travers le journal, à travers la télévision, à travers... D'abord, je travaille sur le cinéma. Ah oui, j'ai commencé déjà à travailler sur le cinéma. Si vous voyez les films qui ont pris comme sujet le sida, soit d'une manière directe. Hein? Oui, Tom Hanks, كاين Dallas Buyer Club, كاين أسماء مصري, كاين الفيلم ديال المغربي حصاد الخطيئة, beaucoup de films sur la thématique. Donc je travaille dessus aussi pour voir un peu comment on construit cette maladie dans l'univers cinématographique aussi. Oui, allez-y. بالنسبه لفيروس السيدا كنظن انا اول حاله كانت في اعتقد اواخر 1983 او اوائل 1984 84 لمواطن امريكي قادم من جنوب افريقيا. اول حاله ديال السيدا كنظن واش في فبراير 84 ولا جونفي 84. بالنسبه لظاهره السيدا هي موضوع السيدا هو ظاهره اجتماعيه وواقعه صحيه. هو ايضا مساله السيدا هي ان عندها متعدده الابعاد ملتي ديمونسيونيل. كاين البعد الاخلاقي، البعد الايديولوجي، البعد الصحي، البعد الطبي، البعد الانثروبولوجي، البعد السياسي، كاين واحد 10 ديال الابعاد الاقتصادي التنموي الى اخره. بالنسبه لظاهره السيدا يمكن ما نشوفوهاش ما نحصروهاش فيما هو محلي مثلا او في اطار ديك المقاربه التوعويه الى اخره. ظاهره السيدا ممكن نشوفوها في واحد البعد اكبر. فوقاش بان فيروس السيدا بان في 84 كان واحد التصادم وجودي ما بين الشرق والغرب، ما بين السوفيات والولايات المتحده الامريكيه. استعملت فيه جميع الاسلحه. الولايات المتحده استعملت الورقه الجهاديه في افغانستان، السوفيات استعملوا ورقه المخدرات، صناعه تجار المخدرات في امريكا اللاتينيه، وغير مستبعد تكون السيده مفبركه في المختبرات ديال يعني تكون باش نضربوا هاد يعني ممكن راه مصوب هذا الفيروس ديال السيدا، راه ماشي مصوب. هذه نظريه المؤامره. La théorie de la conspiration, on peut l'appliquer à tout ce qui se passe un petit peu dans le monde, au Covid, à toutes les pandémies qui ont touché le monde. السؤال علاش فيروس ايبولا بقى في واحد الدوله افريقيه محدده او جدول او ثلاثه وما انتشرش عالميا وقتل الالاف والملايين؟ علاش فيروس السيدا ما تبروباجاش؟ علاش كيبقى حالات فرديه؟ هذا السؤال عاوتاني علاش صناعات الادويه مثلا الشركات العابره للقارات اللي كتصوب الادويه هي اللي علاش محتكره؟ ما كاينش واحد لا ديموكراتيزاسيون ديال العلاج. الاغنياء يعالجون والفقراء يموتون. ظاهره السيدا ايضا عندها بعد اعلامي، خصوصا ملي كيموتوا بهذوك المشاهير. مثلا على سبيل المثال مثلا فريدي ميركوري ذاك المغني ديال الروك اند رول البريطاني، مثلا تومي موريسون واحد الملاكم في الوزن الثقيل في امريكي. انا قلت جوج راه كاينين مئات ديال المشاهير ماتوا. اولا كانت هضرت على هوليود كيف ما قال الاستاذ.
تذكرت واحد الروايه فرنسيه قريتها في 93 ما عقلتش على الكاتب ديالها كيهضر على التجربه ديالو هو كاتب مصاب بالسيده مغنيين الى اخره. يعني ربما هذا الشيء فيكيل عطى واحد الانتشار، يعني ولات السيده معروفه عالميا. وواحد السؤال اخر هو ذاك الجانب الاخلاقي راه كيختلف من دوله لدوله. اذا كان السيده عندها بعد اخلاقي في الدول المسلمه راه ما عندهاش بعد اخلاقي في راه كيكون التعاطف في المجتمع الامريكي مع مريض السيده. Je réponds. Bon, vous savez que le contexte que vous venez de rappeler, c'était le parti conservateur qui était au pouvoir. Et c'était les mêmes représentations, à connotation religieuse, même aux États-Unis. Vous savez qu'il y avait les conspirationnistes qui adhèrent à la théorie de complot. On croyait que c'est les Haïtiens qui font entrer le virus. D'ailleurs, la première appellation du virus SIDA aux États-Unis, c'était la maladie des 4 H, c'est-à-dire les homophiles, les homosexuels, les Haïtiens et les héroïnes, ceux qui consomment l'héroïne. Par la suite, l'appellation a basculé vers le cancer gay. Le sida, on l'appelle à l'époque le cancer gay parce qu'il touchait uniquement la population gay. Et il y avait toujours cette question de complot, de conspiration. Bon, il y a un article très important, la fin du complot, où toutes les sociétés qui ont passé par l'expérience ont pensé à cette question du complot, conspiration. D'ailleurs, ce sont des hypothèses, mais personne n'a pu démontrer cela. Ça reste bon. Le virus s'est fabriqué, je ne sais pas. Je ne peux pas démontrer cette question. Ça reste dans la réflexion une possibilité, une hypothèse parmi d'autres. On disait pourquoi le sida est apparu aux États-Unis, maintenant c'est terminé aux États-Unis, il est en Afrique. Parce que le sida, cette maladie, lorsqu'il est conjugué à la pauvreté, à l'analphabétisme, à des pratiques traditionnelles en termes de circoncision, de mariage, ça trouve un terrain fertile pour se propager. Alors les gens bien avertis, même les professionnels de sexe qui se protègent, qui connaissent les maladies, qui sont éduqués, ils vont prendre des mesures pour la prévention, contrairement à des gens qui sont analphabètes, de l'ignorance, de la vulnérabilité. Tu vois que la vulnérabilité des professionnels de sexe ici, rien que l'usage de préservatifs pose problème. Tu sais que l'attitude farouche des hommes pour l'usage du préservatif, et un homme il peut sacrifier sa vie au détriment d'un plaisir, d'un désir. Alors les femmes trouvent des difficultés à négocier l'usage du préservatif. Ils peuvent même leur remonter le coût du service, rien que pour laisser tomber l'usage du préservatif. Donc cette situation de vulnérabilité n'encourage pas aussi les programmes de prévention. Donc pas uniquement l'air. Bon, il y a un terrain fertile qui favorise l'émergence ou l'éruption et la propagation de certaines maladies, et il y a aussi un espace qui est opaque par les comportements des gens, opaque aussi par la prise de conscience des dangers, opaque aussi par le programme, par le système sanitaire mis en place. Vous savez, là, les gens sont encore stigmatisés, discriminés lorsqu'ils cherchent à avoir un soin dentiste, une chirurgie, voilà, la maternité, et ainsi de suite. Donc tout ça joue un rôle important dans la prévalence des taux de la maladie dans une société. Voilà, l'Afrique, elle est au top. Si on ajoute un peu l'Asie, un petit peu l'Asie, l'Inde et tout ça, parce qu'il y a quelque chose qui relève des traditions qui favorise aussi la propagation de la maladie. La circoncision, le mariage précoce, tout ça, ce sont des conditions qui se rapportent à la culture et qui favorisent la propagation et l'éruption de la maladie. On voit qu'il y a une pratique en Afrique, par exemple, une femme qui est moutée à rajel, khou rajel et djouja. Djouja, c'est-à-dire toute la famille, bienvenue les dégâts. Donc il y a des pratiques qui sont culturelles,
qui participent en grande partie à cette situation élevée de prévalence dans les maladies sexuellement transmissibles. Le complotisme, la conspiration, c'est une idée qui a passé par toutes les sociétés, surtout les sociétés qui se trouvent en difficulté économique et sociale. Parce qu'on cherche souvent à chercher quelqu'un jeter aussi la responsabilité exactement sur autrui, les autres. Le mu'amara, vous savez, les pays qui parlent beaucoup plus du mu'amara, ce sont les pays qui vivent dans une situation de crise. Parce qu'il y a toujours un autre qui est en garde, qui attend l'occasion pour sauter sur les... Mais on n'a pas les moyens pour démontrer ça. Parce qu'il y a un prix Nobel qui disait même que le sida n'existe pas. Que le VIH, c'est une illusion. Il n'y a pas quelque chose de VIH. C'est un prix Nobel. Oui, mais bon. Mais moi, ces questions ne m'intéressent pas. Parce que je n'ai ni les moyens pour vérifier, ça ne rapporte rien pour moi dans les... Je parle d'une réalité qui est construite. Vrai ou pas vrai, je ne sais pas. Covid, il est vrai. On peut prouver que Covid est bel et bien, il est là. On ne sait pas. En tout cas, le vécu... Le vécu, voilà ce qui m'intéresse. Voilà, le vécu, que ce soit avec le VIH ou avec le Covid ou avec Ebola ou autre, est là. Et c'est ce que la sociologie essaie d'interroger et d'analyser, il me semble. Mais si vous n'avez pas d'autres questions, je vais devoir clôturer cette rencontre et ouvrir la voie à celles et ceux qui voudraient se faire signer leur ouvrage. Je réitère mes remerciements au professeur Mouchaïd Mjdoul de nous avoir honoré de sa présence et d'avoir partagé avec nous son expérience et ses idées, d'avoir répondu à nos questionnements et d'avoir partagé vos remarques et de les avoir aussi discutées. Nos remerciements, encore une fois, professeur Friani, de nous avoir accueillis au sein de la bibliothèque universitaire Mohamed Skras. Et ce fut un plaisir et ce le sera toujours. On espère se revoir très très bientôt. Merci à vous d'être présents parmi nous et merci pour votre interaction. J'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir se rencontrer dans une autre rencontre aussi enrichissante et agréable que l'a été celle d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.